Allez, avec un peu d'avance, on va s'y mettre. On remet la cam. Bonjour. Alors, d'abord, on va faire revenir les oiseaux. Si tout va bien. Est-ce que ça peut aller? Ouais, pas mal ça, non? Les oiseaux. Et vu que je suis quelqu'un de très carré, je vais attendre la fin du décompte. Ah. Pour lancer la revue de presse. 2, 1. Allez hop, on est parti pour la revue de presse. Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Est-ce qu'on commence directement par un quiz? Est-ce qu'il y en a qui sont chauds ou est-ce qu'on attend un petit peu plus tard, histoire de laisser le temps aux gens d'arriver, par exemple? Déjà, merci à tous d'être là. Ensuite, tiens, qu'est-ce que je peux dire? Oui, dans la progression de la chaîne, si ça vous intéresse, l'idée c'est de pouvoir faire évoluer la chaîne. Et qu'est-ce qu'il me manque pour l'instant? Alors il me manque une vingtaine de followers, évidemment, donc mobiliser les gens que vous connaissez pour qu'ils viennent cliquer sur suivre. Ça coûte rien, même s'ils ne regardent pas. Et ensuite, il me manque plus de 5 personnes qui parlent en même temps dans le chat. Donc allez-y, si vous voulez raconter des bêtises, c'est le moment. Mais sinon, on risque de passer sur quoi? La revue de presse. Ah, tiens, tout était resté en vrac. Ça, on s'en fiche. Et la revue de presse, où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle s'affiche pas? euh, Pour email. Paf. Où est-ce qu'on le met? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bah. Bah bravo, les revues de presse qui s'affichent plus, on va changer. Paf. Non, ça va pas. Excusez-moi, il comprend rien. Oui. 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 Parfait. Salut, ça va? T'es dans les transports encore? Oui, mais le chant des oiseaux, pas de printemps silencieux, hashtag Rachel Carson. En effet, le chant des oiseaux. Alors ça, c'est un enregistrement parce qu'actuellement, mon enregistreur est en vrac, en panne, ne veut plus s'allumer. Enfin, il s'allume, il s'éteint, quoi. Donc, un petit enregistrement que j'avais fait un dimanche. Le son est pas très très fort et pourtant, je suis à blinde. Et il risque d'y avoir des bruits parasites. Pourquoi j'ai un truc qui fait piou-piou? Oula, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous entendiez deux oiseaux à la fois, en fait. Moi, j'en entendais qu'un. Bon, en tout cas, là, il y a quelques oiseaux au fond. Alors, si on commence notre magnifique revue de presse. Tiens, on va essayer de faire une petite miniature, style... Oh non, dans l'autre sens. Comme ça? Ouais. Attends, comme ça. Ouais. Oh. Je sais pas. Ouais, magnifique. C'était la pause pour la miniature de la vidéo sur YouTube, c'est magnifique. D'ailleurs, soyons professionnels, bonjour YouTube, bienvenue pour cette revue de presse du mercredi 23 mars. Il fait frais dehors, mais très très beau. Et on va commencer avec un petit peu de forêt mail, tiens, avec adapter nos pratiques sylvicoles, une nécessité pour la forêt de demain. Je sais pas si on l'avait lu déjà. Euh, Bah tiens, lisons-le. Julien Praline qui me met des smileys. Vas-y, balance les smileys, Julien. Donc actuellement, la forêt est mise à rude épreuve, en raison notamment des changements climatiques, des sécheresses estivales et des hivers doux favorables aux pullulations de ravageurs. Excusez-moi. Voilà, boire du thé toute la matinée, c'est pas tous les jours facile. Tiens, je suis un peu transparent là, regardez. Hop là, on voit le texte. Toutefois, le dérèglement climatique est-il le seul en cause? D'après les auteurs de cet article, il révèle plutôt des écosystèmes forestiers fragilisés par des pratiques sylvicoles focalisées essentiellement sur la production de bois. Donc un article qui va nous vanter le fait de prendre en compte, je pense, les critères de développement durable et de ne pas être focalisé que sur une seule fonction de la forêt, qui est la production. Et je rappelle que toutes les forêts ont trois fonctions: la production,
une fonction écologique et une fonction sociale, évidemment. Aujourd'hui, la forêt française, nous dit l'article, fixe moins de carbone par unité de surface. De plus, l'exploitation des peuplements dépérissants est émettrice de CO2. Les modes de sylviculture influencent l'intégrité fonctionnelle de l'écosystème forestier, intégrité qui à son tour nuance les effets du dérèglement climatique. Un traitement de fond des causes du dépérissement forestier est donc nécessaire, et pour cela, des pratiques sylvicoles prenant davantage en compte le fonctionnement des forêts dans leur ensemble sont essentielles. L'adéquation de l'essence et de la station, c'est-à-dire l'adaptation de notre espèce d'arbre avec l'endroit où il se développe, les peuplements mélangés et hétérogènes, donc mélanger des feuillus avec des résineux et puis de manière hétérogène, pas faire des carrés de monospécifiques les uns à côté des autres, bien que la surface de ces carrés est importante et que si on a des petites surfaces de monospécifiques, on a ce qu'on appelle une gestion en damier qui ressemble beaucoup en fait à la gestion d'une forêt hétérogène et avec un mélange d'essences. La régénération naturelle qui permet d'accroître la diversité génétique, donc là encore une fois on est sur, si on a une régénération naturelle, ça veut dire qu'il y a eu une fécondation sexuée, donc une séparation des chromosomes, une recombination, potentiellement l'apparition de variations, de mutations, qui vont permettre à des arbres d'être mieux adaptés aux conditions de la station sur laquelle ils se situent. Tac, tac, tac. Rétablissement de l'équilibre sylvogénétique par la préservation d'essences compagnes. Donc l'équilibre sylvogénétique, c'est l'équilibre entre la faune, et principalement la faune qui est chassée, donc des mammifères de taille conséquente, et qui viennent grignoter régulièrement nos forêts, en particulier les semis, les plants. Et donc du coup, le fait de préserver des essences compagnes, donc des essences d'accompagnement, des essences qui seront là justement pour se faire grignoter, et que les dégâts en fait des cervidés et du gibier se fassent plutôt sur des essences sur lesquelles on n'a pas mis justement l'accent de production de la forêt. Donc exemple très concret, on va planter une forêt mélangée avec du Douglas qui va être l'essence productive qu'on va devoir protéger et sur laquelle on va travailler, alors protéger des dégâts du gibier bien sûr, et à côté on peut mettre des essences qui sont un petit peu plus appétantes, donc du mélèze, d'autres résineux que les cervidés vont préférer, ou alors des feuillus qu'ils préfèrent également. L'adaptation des peuplements au bilan hydrique de la station, c'est-à-dire la capacité de l'eau à rester dans le sol, la limitation du tassement des sols, qui est liée avec la capacité du sol à conserver de l'eau, la préservation de l'alimentation en eau, donc l'arrivée d'eau sur la parcelle, et dans tous les compartiments de l'écosystème, la conservation de la biodiversité. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. C'est très bien, ça rentre immédiatement en écho avec le jeu qu'on va faire tout à l'heure. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas changé le titre. Oh là là, scandale! Oh bah non, on va pas le changer, on va le laisser comme ça, tiens. C'est très bien. Donc du coup, premier article qui est en écho avec le jeu auquel on va jouer tout à l'heure, qui nous propose justement de gérer une forêt en prenant en compte ces critères de... Ah oui, des bruits parasites. Ces critères de biodiversité et de gestion selon les principes de développement durable. De plus, nous dit l'article, il est crucial de ne pas considérer d'emblée nos essences indigènes, donc les essences forestières qui sont originaires d'Europe et de France, comme non adaptées, et de recourir systématiquement aux essences exotiques. Plusieurs mécanismes permettent l'adaptation spontanée des arbres dans un environnement changeant. Cependant, leur efficacité n'est pas encore parfaitement connue, d'où la nécessité d'augmenter les surfaces de forêt protégées. En gros, ce que ça nous dit, c'est que pour l'instant, le réflexe des forestiers, c'est de dire le climat change, donc on va changer les essences qu'on exploite, donc on va faire appel à des essences exotiques, méditerranéennes principalement, pour s'adapter au réchauffement climatique. Mais l'article nous met en garde sur le fait que les arbres, comme je le dis assez souvent, ce sont des organismes qui ont plusieurs centaines de millions d'années d'évolution, et que du coup, ils ont parfois... souvent en tout cas, la possibilité inscrite dans leur gène de s'adapter à des conditions climatiques extrêmement différentes puisqu'ils en ont connu tout au cours de leur évolution. Donc un article qui nous met encore une fois en garde sur la prophétie autoréalisatrice qui est le climat se réchauffe, il va falloir des essences adaptées, donc on les remplace mécaniquement avant même d'avoir vu que les essences autochtones indigènes souffrent, dépérissent et sont mises en péril. Ah, bonjour de la porte de la grange.
Enfin, attends, je me suis perdu. Oui, d'où la nécessité d'augmenter les surfaces de forêt protégées, puisque celles-ci permettent d'observer la réponse des essences autochtones dans un contexte de forêt non soumis à la sylviculture. Donc en gros, on protège des forêts, on regarde comment elles évoluent, et en fonction de ça, on adapte notre sylviculture. Enfin, la recherche scientifique en écologie forestière et ses résultats doivent appuyer la stratégie de gestion. Tout comme une forêt n'est pas une simple somme d'arbres, la gestion durable de celle-ci n'est pas une question d'ingénierie. Voilà, comme d'habitude, le lien pour lire l'article sur le site de The Conversation. Pourquoi la forêt française a besoin d'un traitement de fond? Donc on va pas relire en entier. On avait vu la vidéo La forêt morte d'Argonne, il me semble. Et l'article suivant, c'est la Société botanique de France qui a fait un petit livre blanc sur l'introduction d'essences exotiques en forêt qui date de novembre 2021. La Société botanique de France publie ce livre blanc sur l'introduction d'essences exotiques en forêt. Vu l'importance des surfaces forestières en jeu et la vitesse des changements climatiques observés, il apparaît urgent et nécessaire de synthétiser l'état des connaissances scientifiques sur le risque associé à l'introduction d'essences exotiques dans les forêts françaises. Préalable nécessaire à une véritable prise en compte du rapport bénéfice-risque de cette pratique. Le livre blanc veut non seulement éclairer objectivement un sujet qui peut très vite devenir passionné, mais vise aussi à faciliter la prise de décision du forestier et des pouvoirs publics. Le livre blanc est structuré en 4 grands chantiers dans l'objectif de réduire les risques associés à l'introduction d'essences exotiques en forêt, la question de l'invasion biologique, la question de l'introduction de nouveaux bioagresseurs. Très souvent, quand on va chercher une essence, eh bien, on importe aussi avec elle tout un cortège d'insectes, de larves, de bactéries, de champignons, qui peuvent devenir en fait des bioagresseurs, donc des pathogènes pour des essences autochtones, donc qui sont en France naturellement, on va dire. La question de l'érosion de la biodiversité et la question des événements catastrophiques. Quelques recommandations à l'intention des gestionnaires et des décideurs concluent le livre. Donc on peut télécharger le livre blanc, la Société botanique de France. Voilà, livre qui fait livre blanc qui fait 74 pages. Très joli. Peut-être juste jeter un œil au sommaire qui nous dit, en gros, pourquoi un livre blanc. Le chantier, c'est ce qu'on vient de lire exactement. C'est exactement les mêmes titres. Donc pour les redire rapidement, le risque d'invasion, les bioagresseurs, l'érosion de biodiversité et les événements catastrophiques. Je vais passer très rapidement, il y a beaucoup d'images. Moi j'aime les recommandations où il y a beaucoup d'images. Alors là on nous parle de la calarose du frêne, qui est une des épidémies la dernière épidémie d'ampleur européenne en date, repérée en 2008, une maladie qui touche les frênes et qui les fait mourir assez rapidement, mais ça fait 20 ans qu'on l'étudie. Il y a eu un petit livre, un bon livre d'ailleurs, qui est sorti sur le bilan de ces études, et qui est assez optimiste sur le fait que le frêne a de très grandes chances de survie, même avec cette maladie, quand on le prend à temps. Et les recommandations, où est-ce qu'elles sont ? Il n'y a pas un chapitre recommandations, pur et dur? Bon, j'y jetterai un œil et puis je verrai si ça nécessite qu'on en parle un petit peu plus. Hop là, on va passer à autre chose. Ah, une mini-pelle dans des plantations de résineux, on dirait des mélèzes, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Un broyeur lourd au travail léger, est-ce possible? Oui, bon, très technique. Les machines lourdes améliorent-elles la rentabilité de l'agriculture? Tiens, rien que pour Kenny Perma, je suis sûr que lui, il a envie qu'on lise un petit peu cet article. La mécanisation de l'agriculture a considérablement amélioré l'efficacité des opérations sur le terrain, mais elle a également entraîné l'utilisation de véhicules agricoles de plus en plus lourds. Remplacer agricole par forestier, ça marche tout à fait aussi dans cette phrase. Des véhicules de plus en plus lourds, ce qui a augmenté la compaction du sol et donc diminué les rendements.
Évidemment, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup en forêt quand on fait passer des engins, donc que ça soit des abatteuses, que ça soit des porteurs, que ça soit des débardeurs. Donc la batteuse abat, le porteur porte les rondins, et le débardeur, terme un petit peu plus technique, lui il a un gros tracteur avec un très très grand câble et il va câbler les grumes, donc les troncs entiers abattus et branchés pour les sortir entiers de la parcelle. Et donc on a les mêmes problèmes en forêt, hein, dès qu'on fait passer des machines, on va tasser le sol. Il y a une superbe étude d'ailleurs faite en partie par nos amis belges ou en totalité, je ne sais jamais, qui démontre que le tassement du sol, en fait, il suffit de 3 passages de machine, quasiment quel que soit le poids, pour que le sol soit tassé à 90%. Et pourquoi c'est important ça? Parce que dans le sol, il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a du vide. Évidemment, s'il y a du vide, c'est là où il y a l'air et l'eau qui peuvent circuler, et avoir de l'air, et enfin en tout cas des gaz et de l'eau dans le sol, c'est quelque chose de très important pour les plantes, puisque c'est là qu'elles vont pouvoir se développer. Donc un sol tassé, ça va empêcher les racines, ou en tout cas ralentir la création de racines et la dispersion des racines dans le sol. Et en plus, si vous avez totalement compacté votre sol, qu'il n'y a plus d'espace libre, l'eau ne circule plus. Et un sol où l'eau ne circule pas, ce n'est pas vraiment très très bon pour faire pousser, que ce soit des arbres ou d'autres végétaux. Donc l'article présente un cadre qui met en relation la capacité des machines avec la compaction du sol et ses impacts sur les récoltes. Donc là, on est dans l'agriculture. L'étude a combiné des simulations de compaction du sol et d'analyses économiques simples afin de déduire la taille optimale des machines qui maximisent le profit de l'agriculteur et le bénéfice net de la société. Oui, c'est très important. L'augmentation de la taille des machines réduit les coûts de récolte, mais réduit également les rendements simulés des cultures et donc les revenus. Évidemment, les grosses machines, ça coûte très cher, et puis surtout, ce qu'on dit pas assez souvent, c'est qu'une grosse machine, faut l'alimenter, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'elle va manger, que ce soit en forêt ou en agriculture, elle a besoin de travailler un certain nombre d'heures par jour pour être rentable, et à partir du moment où la machine est immobilisée, pour X ou Y raison, que ce soit des pannes, que ce soit un terrain qui n'est pas praticable, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, peut-être des récoltes qui ont été impactées soit par des événements naturels, soit qui ont été envahies par d'autres végétations. On a eu le cas l'été dernier avec le blé qui était envahi de mauvaises herbes, d'après les agriculteurs autour de chez moi, et du coup, les moissonneuses-batteuses ne pouvaient pas faire leur travail aussi vite et aussi avec un rendement aussi élevé que des conditions normales, puisque les plantes les invasives, on va dire, en tout cas les mauvaises herbes qu'il y avait dans le sol, dans le champ, venaient faire bourrer en fait la turbine, le rouleau là qui récolte le grain. Voilà, donc je galère quand je parle d'agriculture, je suis un peu plus à l'aise en forêt quand même. Tout ça pour dire que des grosses machines, il faut les faire travailler pour qu'elles soient rentables. Donc l'augmentation de la taille des machines réduit les coûts de récolte, mais réduit également les rendements simulés des cultures et donc les revenus. En outre, dans la simulation du modèle, le compactage a également augmenté le ruissellement de surface, donc l'eau qui va ruisseler au lieu de rentrer dans le sol. Le lessivage de l'azote, donc en effet, si le sol est compacté et que l'eau ne peut pas y rentrer, les molécules qui sont solubles dans l'eau vont être entraînées, vont être lessivées, et donc au lieu de venir enrichir le champ ou la forêt, sait-on jamais, sur laquelle ils ont été épandus, vu qu'ils sont lessivés, ils vont couler le long de la terre et s'accumuler dans les cours d'eau, ce qui crée des phénomènes d'eutrophisation, donc développement anormal, on va dire, de la végétation dans les cours d'eau, qui a tendance aussi à des bruits parasites, qui a tendance à asphyxier les milieux et donc asphyxier les espèces animales qui peuvent vivre dans ces milieux-là. On est où ? Oui, donc le compactage a également augmenté le ruissellement de surface, le lessivage de l'azote et les émissions de gaz à effet de serre. Dans le modèle, la taille intermédiaire des machines optimise le revenu net de l'agriculteur, cependant les avantages nets pour la société sont plus élevés, avec le niveau de compaction le plus faible en raison des coûts externes considérables de la dégradation du sol. Évidemment, votre sol, s'il est compacté, il est de moins en moins sujet à retenir les nutriments et l'eau, et donc on va avoir tendance à venir irriguer et apporter des nutriments qui ne sont plus présents dans le sol, donc on rentre dans une spirale infernale de maintien d'une parcelle en exploitation agricole, alors que les conditions ne sont plus réunies.
L'étude conclut que pour un revenu maximal de l'agriculteur, la taille optimale des machines et donc le niveau de compaction diminuerait si les coûts environnementaux étaient répercutés sur le prix des produits. Très très bonne idée. En effet, faire des produits chers pour pour ceux qui proviennent de gestion peu regardante, on va dire, des principes de développement durable, et faire des produits moins chers, pardon, pour ceux qui proviennent d'une gestion dans la durabilité et dans le temps et dans le respect des écosystèmes, évidemment. Ah bon, je reçois des mails bizarres. Voilà, petit passage sur l'agriculture, lire l'article qui est en anglais, évidemment. On the relationships between the size of agricultural machinery, soil quality and net revenues for farmers and society. Tout à fait. Et c'est fait par des Français? Non. Bon, bref. Donc, petit article sur lequel on peut s'inspirer également du travail en forêt. L'étude d'ailleurs des Belges sur le tassement des sols démontrait que plus on a des machines. Ouais, on va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là, mais plus on a des machines qui sont sur des chenilles, et moins on impacte le sol. Donc finalement, nos tracteurs avec des grosses roues, c'est pas du tout l'idéal. Il vaut mieux répartir le poids sur une grande surface, mais peut-être qu'on verra ça une prochaine fois, tiens d'ailleurs. Rhizome qui me dit bizarre, vous avez dit bizarre. Oui, exactement, j'ai dit bizarre, tout à fait. Je peux le redire si ça te plaît. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a? Le stockage des bois au frigo. Très bonne idée, mauvaise idée, on va voir ça tout de suite. Coolwood, c'est le nom d'un nouveau procédé de stockage des bois, bruts ou semi-transformés. En refroidissant les bois pour les maintenir à basse température, il évite la prolifération d'agents biologiques de dégradation que sont les champignons, les bactéries ou les insectes. Depuis 2013, le projet était en phase expérimentale. Des résultats intéressants lui ont permis d'entamer sa phase industrielle jusqu'en 2024. En effet, Coolwood permet de remplacer des procédés existants qui restent globalement peu fiables et pour certains polluants ou gros consommateurs de ressources hydriques. D'un point de vue environnemental, le procédé de stockage est moins énergivore que l'aspersion et peut être alimenté par la biomasse. Qui me dit, est-ce que le tassement des sols est irréversible? Alors, non, mais à une échelle temporelle très longue et incertaine. C'est-à-dire que la composition de ton sol, c'est-à-dire l'équilibre entre les sables, les argiles et les limons, vont caractériser si ton sol a une capacité de réversibilité vis-à-vis du compactage. Mais en gros, ce qu'on peut se dire, c'est qu'un sol compacté, à moins qu'il y ait une intervention de décompactage mécanique ou biologique, j'y reviens, ton sol, s'il est compacté et qu'il doit se décompacter tout seul, ça va prendre entre plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années pour qu'il revienne à son état initial. Surtout si on est sur des sols qui sont très sensibles à la déformation, comme les sols argileux. Kenny Perma qui me dit, y a-t-il des plantes de sous-bois type rumex? Oui, il existe des plantes de sous-bois de type rumex, me semble-t-il. Les oseilles, tu en retrouves pas mal en forêt, en bordure de forêt surtout, puisque c'est des plantes qui aiment bien la lumière, mine de rien. Sauf s'il y en a certaines que j'ai pas en tête. Mais oui, tu vas trouver des rumex. Mais peut-être que je ne comprends pas bien ta question, donc n'hésite pas à me dire si je suis pas assez précis. Et donc pour finir sur le tassement des sols irréversible, voilà, tu peux soit le décompacter mécaniquement, là ça va beaucoup plus rapidement, mais tu perturbes quand même les horizons du sol, donc la manière dont le sol est organisé verticalement. Tu peux attendre que le temps fasse son œuvre, et encore c'est pas très sûr, mais c'est plusieurs dizaines voire centaines d'années, et Kenny Permea qui me dit, ouais, est-ce qu'on peut pas utiliser des plantes pour décompacter le sol? Si, en effet, donc les rumex, mais moi je pensais plutôt à des fabacées qui ont la capacité, déjà des racines qui ont la capacité d'aller décompacter le sol naturellement, et en plus qui ont une capacité fantastique de fixer de l'azote atmosphérique, hop là, directement dans le sol. Donc c'est une plante qui va améliorer ton sol à la fois en termes de structure, c'est-à-dire la manière dont les éléments sont structurés dans le sol, l'organisation du sol, et aussi qui va venir enrichir en nutriments.
Donc oui, Kenny Perma m'avait devancé parce que, évidemment, le fait de décompacter des sols avec des plantes, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, relativement vite. Pourquoi relativement? Parce que quand on parle d'années, bon, c'est toujours mieux que des dizaines ou des centaines d'années, mais ça reste quand même très très long. La vesse, ouais, c'est une fabacée, justement. Alors, ce qui est bien avec les fabacées, c'est que, en forêt particulièrement, tu vas retrouver à la fois des herbacées, des arbustifs et des arbres. Donc, tu peux vraiment te recréer un écosystème, un sous-bois et une forêt qui est composé en grande partie, peut-être pas en totalité, mais en grande partie d'essences et d'espèces qui vont venir améliorer ta station. Ça, c'est cool. Quand la nature travaille par elle-même pour améliorer ce dont nous, on a besoin, conclusion, soyons feignants, quoi. Laissons la nature faire et surfons là-dessus, utilisons. Petit rappel des fabacées. Ah bah, avec grand plaisir. Alors déjà, petit rappel, on va chez Wikipédia. Les fabacées, ce qu'on appelait avant les légumineuses, sont une famille de plantes dicotylédones, donc deux cotylédons et des feuilles qui sont plutôt compliquées, en tout cas qui ont des compositions et des aspects très différents, qui n'ont pas de nervures parallèles, qui ont vraiment un réseau de nervures. Tac, 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 c'est l'une des plus importantes familles des plantes à fleurs. La troisième, exactement, plus grande famille après les orchidées et les astéracées, et elle compte environ 765 genres et plus de 19 000 espèces. Voilà. Sur le plan économique, les fabacées sont la deuxième famille en importance après les poacées, qui constituent une sorte de protéine végétale indispensable pour l'alimentation humaine et animale. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous mettent comme exemple ? Ah bah bravo. Donc les mimosas, les vrais mimosas, les faux mimosas, les faboïdés, ouais, les fabacées. Ouais, je pourrais pas avoir une liste de plantes? Ce serait bien quand même. Triste. Allez, on va chercher ailleurs. Ça, c'est moi qui mets des croquettes. J'arrive à faire deux choses à la fois. Incroyable. Voilà, la famille des fabacées. Les mimosas, les albizia. Qu'est-ce qu'on doit connaître? L'arachide, donc les cacahuètes. D'ailleurs, il y avait un bouquin qui s'est sorti il y a quelques années qui s'appelait L'avenir de l'agriculture française est à l'arachide et au cannabis. Je vous laisse rigoler là-dessus, mais du coup, la cacahuète, de par sa capacité à fournir de l'huile, des fruits, et enfin du coup les cacahuètes, et des fibres apparemment sur les plantes, il y a la capacité d'en faire tout un tas de choses. Les astragales, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Les sératonia, les coronilles, tout à fait. Les cytises, les genêts, les gesses, le lupin, la luzerne, la sensitive, pour ceux qui connaissent cette petite plante fantastique, les phaseolus, donc toute une famille de haricots, les pisums, toute la famille des pois, le robinier faux acacia, les trèfles, les ajoncs, les vesses. On est toujours dans les fabacées. Hein. Paf, paf, paf. Il y en a plein que je dis pas parce que c'est pas des genres que je connais ou qui sont communs, me semble-t-il. Ah bah bravo, pour ceux qui voient la souris. Qu'est-ce qu'on a d'autre de connu? Oh, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, bon, déjà, rien qu'en disant les pois, les vesses, donc les fèves, les haricots, les trèfles, les ajoncs, donc Ouais, j'enlève les ajoncs. Non, mais les pois, les petits pois, les vesses, les acacias, les robiniers, les trèfles, on est déjà sur une très très grande diversité d'essences et d'espèces, puisque là on est juste dans le genre. Donc Pisum, il y a peut-être 500 variétés de Pisum dans le monde, et je ne sais pas combien en France. Donc voilà, des fabacées qui peuvent aller, comme je le disais, de la strate herbacée, donc les vesses particulièrement, les coronilles, qu'est-ce qu'on peut avoir en herbacées sympathiques, les trèfles. On peut semer tout ça ou laisser venir spontanément parce qu'il y a la végétation de genêt, de vesses qui va venir très spontanément puisque ce sont des pionniers. Ensuite, au niveau arbustif, on peut avoir du genêt, de l'acacia, c'est tout ce qui me vient en tête. Il y a plein d'autres choses. Sans doute plein d'autres choses. Et ensuite, vous passez sur la partie arborée, donc ce qui va constituer votre peuplement forestier, et dedans, évidemment, de l'acacia, si vous voulez enrichir très rapidement
votre sol en azote, par exemple. Voilà, donc la famille des fabacées. Est-ce que ça t'a aidé, Julien Praline? Ou est-ce que c'est pas du tout ce que tu voulais savoir? Pardon, je traîne encore. Bah voilà, très beau diagramme floral chez Phaseolus vulgar, donc le haricot de base, je suppose. Merci, dit Julien Praline. Énorme famille, ouais, tout à fait. Et les vers de terre, pour les amis du décompactage, évidemment, on peut utiliser des plantes pour décompacter le sol, mais on peut utiliser aussi le fonctionnement naturel de la micro et de la macrofaune du sol qui va venir améliorer votre sol. Par contre, si tu es sur une zone qui a été extrêmement compactée, tu balances des vers de terre, ils vont sécher en surface parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer en profondeur, en particulier sur des sols qui sont très très argileux. Mais ça, c'est un détail. Du coup, on en était où? Oui, d'un point de vue environnemental, le procédé de stockage par, donc pas congélation, hein, mais stockage du bois au frigo, est moins énergivore que l'aspersion. Alors là, on nous parle d'aspersion. Vous avez peut-être déjà vu quand vous passez au bord d'une scierie où il y a des stockages de grumes, en été en particulier, vous allez avoir des aspergeurs comme dans votre jardin qui maintiennent le bois humide en permanence. C'est une technique en particulier sur les résineux pour éviter que des insectes qui sont friands de bois mort, on va dire, ne viennent pondre ou manger directement le bois. Et en maintenant un niveau d'humidité, d'hygrométrie assez élevé, bah, ça casse ce phénomène de colonisation par les insectes sur le bois mort. Mais ça, bah, évidemment, c'est extrêmement coûteux en eau, puisque l'aspersion, il y a très peu d'eau qui est récupérée, même s'il y a des systèmes qui existent pour essayer de maximiser cette récupération. Et du coup, apparemment, mettre son bois au frigo, bah, ça aurait les mêmes avantages que de le maintenir humide le temps qu'il soit traité en scierie. Et en plus, ça serait beaucoup moins énergivore et économique sur l'eau, bien sûr. Donc le procédé de stockage peut être alimenté par la biomasse. Donc apparemment, on peut brancher ces frigos sur des usines qui sont alimentées avec des déchets de scierie, par exemple. Donc on en a déjà parlé, les sciures, les découpes, les écorces. De plus, les unités de stockage peuvent se situer à différents endroits, dans des entrepôts ou des tentes de stockage, directement au sortir de l'exploitation forestière, par exemple. Cela permettrait de faciliter les commercialisations groupées. Un groupe de travail composé d'industriels, de propriétaires et de gestionnaires forestiers a été formé afin d'optimiser Colwood dans les prochaines années. Ah bon? Voilà. On est quoi? Ah, on est sur Forest Topic. Forest Topic, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a un petit à propos? Pourquoi Forest Topic? Voilà, très bien. Forest Topic est un site d'information indépendant sur la forêt, le bois et l'arbre hors forêt en France et dans le monde. Les arbres et la forêt contribuent au stockage du carbone, etc. etc. Forest Topic a vocation à traiter ces sujets sur tous leurs aspects, politique, réglementation, économie, environnement, etc. Lancé en avril 2016, ce journal en ligne s'adresse aux professionnels et parties prenantes de la forêt, du bois, de l'arbre hors forêt, ainsi qu'aux personnes qui s'intéressent à ces enjeux. Donc, bah, on est totalement la cible, hein, si je puis me permettre. Et donc l'article, où qu'il est? Ah, c'est réservé aux abonnés. Ah bon? Ah bon? Incroyable. Tant pis. Eh ben abonnez-vous. Voilà. Je me le mets dans un coin. Et on continue un petit peu. Quelle heure est-il? Et 8h30. Il n'y a toujours personne de plus. Non, vous êtes déjà très nombreux pour un matin, je vous remercie. Vous voulez vous faire un petit quiz? Où est-ce qu'il est? Parce que Tela Botanica, qui est un site fantastique, le site des francophones, des botanistes francophones, la dernière fois, on avait été voir qu'ils font des quiz, donc il y en a encore... Oula. Ah bon? Mais non, c'est pas le quiz, c'est la question, ça. Ah, je suis... On l'a eu, cette question. Non? Scandaleux. Quiz 1, quiz 2. Bon, ben, quiz 2. Voilà. Ah, le retour des croquettes.
Salut Xylo 1X. Première fois sur le chat d'un spectateur. Best follower, primes and viewer on mountainviewer.com. Ah, ça y est, ça commence, de la publicité. On va faire un truc. Slash ban. Directement. Ah bah, je sais pas comment faire. C'est magnifique. Bonjour, bienvenue en direct. Je subis une petite publicité de la part d'un pseudo bizarre. Magnifique. Comment je peux virer ça? Excusez-moi, je découvre des fonctionnalités Twitch. Hein. Bon, bah pour l'instant c'est pas très perturbant, donc on continue. Du coup, petit quiz, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés là pour me prendre 30 secondes pour essayer de participer, ou est-ce que je fais le quiz tout seul en me plantant tout seul, hein? Qui me dit, faut-il se méfier des bûches de Noël proposées par les forestiers ou juste vérifier ce qu'il y a dans le frigo? Je pense qu'on n'est pas du tout sur le même niveau. Et puis là, quand on parle de conserver des bois au frigo, faut pas s'imaginer le petit frigo, mais comme il disait, des hangars plutôt ou des tentes. Et on est plutôt sur de la conservation de grumes en entier, donc 10-15 mètres de long, quoi. Donc ton frigo ne risque rien et la bûche de Noël n'est pas en danger parce que les forestiers se mettent à la réfrigération. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hein. Ah bon? Bon, je verrai ça plus tard. Très bien. Alors, moi je me lance dans le petit quiz dans tous les cas. Quiz numéro 2 de Tela Botanica qui date du 12 août 2019. 2009? Ouh là là, mais c'est très très vieux. Première question. On l'a déjà eu. C'était lundi, avec une autre photo, mais quand même. Les dicotylédones sont un groupe monophylétique, polyphylétique, paraphylétique. Donc là, on est dans des termes un petit peu techniques, mais en gros, 15 mètres de long, ça rigole pas. Ah bah oui, mais tu sais, les forestiers, nous, on a l'habitude de jongler avec des valeurs de 10, 15, 20 mètres, 30 mètres, parfois plus, pour ceux qui ont de la chance. Donc non, non, ça déconne pas. Hein. Et puis c'est pas comme dans Lumberjack Dynasty, hein. Quand l'arbre il tombe, tu peux pas le rattraper avec l'épaule. Du coup, dicotylédone, terme technique, c'est simple. On peut séparer en deux toutes les plantes qui existent dans le monde en des monocotylédones et des dicotylédones. Alors c'est quoi un cotylédone? En fait, c'est les deux premières feuilles qui vont sortir. Là, comme on peut le voir, il y a il y a deux feuilles opposées qui sont de formes très différentes des autres feuilles. En fait, ces deux feuilles rondes à trois nervures, dans ce cas-là, ce sont des cotylédones. Donc là, il y en a deux, ce qu'on appelle des dicotylédones. Et en fait, cette caractéristique, savoir si la plante va sortir en faisant un cotylédon ou deux cotylédons, ça a permis déjà de séparer en deux grandes familles, on va dire, deux grands clades, qui sont les monocotylédons et les dicotylédons. Alors derrière, monophylétique, polyphylétique, paraphylétique, ça c'est des termes d'évolution. Un phylum, c'est un ancêtre et tous ses descendants, d'accord? Et du coup, monophylétique, ça veut dire que depuis un ancêtre commun, tous les autres en descendent directement. Polyphylétique, ça veut dire que depuis un ancêtre commun, il y a eu plusieurs divisions qui ont abouti à divers descendants. Et paraphylétique, ça désigne une partie des descendants d'un ancêtre commun. Donc les dicotylédones, et comme me dit attention, la dernière fois la question c'était les monocotylédones. Kenny Perma qui se permet de dire et quand il y en a trois, il n'y en a jamais trois. C'est tout. C'est comme ça la vie, hein. T'en as un ou deux, c'est tout. Trois, non. Non, ça n'existe pas, les plantes qui font trois cotylédons. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je sais même pas si on a la réponse. Il y a des fois, la seule réponse qui existe, c'est comme ça et pas autrement.
Du coup, la dernière fois, c'était monocotylédone, mais on a vu que ça soit monocotylédone ou dicotylédone, c'est un terme qui permet de séparer tous les végétaux en deux axes, on va dire, deux grands clades, et chacun de ces clades englobe la totalité des descendants. Donc les dicotylédones sont un groupe monophylétique, si je me souviens bien. Allez, question suivante. Quelle plante appelle-t-on granéto de boudin en cévenol? Donc cévenol, c'est le langage local des Cévennes, il me semble. Et granéto des boudins, ou granéto des boudines, j'en sais rien. On nous propose soit la coriandre, Coriandrum sativum pour les intimes. Ah, Kenny Perma, j'ai 3 premières feuilles sur un féjoa. Un chapeau, ça. Et j'avais le cas sur un poivron. Alors, oui et non. Dans le sens où t'es sûr qu'il y a les 3 cotylédons qui sont sortis en même temps au début. Ah, la radio est de retour. Est-ce que t'es bien sûr qu'il n'y a pas 2 cotylédons qui sont sortis, puis ensuite t'as une feuille qui s'est pointée? En tout cas, attends, avant de dire des bêtises, je vais vérifier sur internet. 3? Non, pas tiroir. 3 cotylédons. Ah, tu n'es pas le seul. Sur... Il y a pas mal de... pardon, j'ai cherché 3 cotylédons sur Google et je suis tombé sur plein de forums qui disent « Ah, mais j'ai 3 cotylédons qui sont sortis !» Oula, pardon. Excuse-moi, hein, je cherchouille, je regarde, je quoi? Tartiflettise. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça mérite une évaluation du sol, peut-être tu es sur un site radioactif, te dit. Non, 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 bah, il faut pas enfin, il n'y a pas de question de casser le rythme du quiz ou pas. C'est pas comme si vous étiez à 100 000 à attendre la réponse. On a le temps ce matin. En tout cas, tout ce que je vois, c'est des gens qui se posent des questions sur le fait qu'il y ait des 3 cotylédons qui sont sortis. Peut-être que c'est des plantes un peu mongoliennes, si je puis me permettre, ce jugement de valeur envers les plantes. T'as des fleurs étranges aussi. Non, mais de toute manière, Kenny, voilà, je peux le dire. Je suis venu chez toi, c'était l'été dernier, celui d'avant. Tu as quand même des... Ah, ça y est, le nom m'échappe. Des digitales pourpres où on voit s'exprimer voilà, plusieurs caractères en même temps et des caractères qui n'appartiennent pas à cette famille. Donc au bout d'un moment, je vais être d'accord avec peut-être que c'est sur un site radioactif. T'habites en Limousin? Y a du radon par chez toi? Non, mais plus sérieusement, voilà, si t'as vu 3 cotylédons sortir, il se peut que ça soit une plante qui se soit mal exprimée, donc une dicotylédone qui s'est mal exprimée en faisant un cotylédon supplémentaire, ce qui arrive assez souvent dans certaines familles. On connaît très bien le trèfle à 4 feuilles, d'ailleurs, qui, bon, non, on va pas parler de ça. Si, mais la véritable espèce du trèfle à 4 feuilles, c'est en fait un oxalis. Mais parfois, chez les trèfles qui, eux, de base, n'ont que 3 folioles sur leurs feuilles, expriment une 4e foliole. Voilà, ça arrive, des petits problèmes de codage génétique qui apparemment ne se sont pas fixés dans la population puisque ce n'est pas la règle, mais ça peut arriver. Donc si tu vois 3 cotylédons sortir, c'est que tu as une plante qui s'exprime de manière un petit peu originale vis-à-vis de son codage génétique. Mais en tout cas, dans la bibliographie, dans l'étude des plantes, il n'y a pas de plante qui est répertoriée avec 3 cotylédons comme étant la norme de développement de cette espèce. Du coup, on était sur Granéto des boudins. Est-ce que c'est la coriandre, l'aneth, l'estragon, le thym? Ben, j'en sais rien du tout. Granéto de boudin. Coriandrum sativum, Anetum graveolens, Artemisia dracunculus, Thymus vulgaris. Des grains de boudin. Des grains de boudin, des grains de boudin. Je sais pas, moi. On met la coriandre? Non. L'aneth? Non. L'estragon? Non. Le thym? Non. L'évolution. Oui. Je vais mettre la coriandre. Sait-on jamais. Au pif. Si vous avez une idée là-dessus, je change. Ouais, Kenny, tu vas mettre un panneau pays des originaux. Exactement. Pays de la génétique aléatoire.
Dans une plante à fleurs, le génome chloroplastique n'est pas présent dans la racine, le pollen ou le pétale ou la feuille. Bon. 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 Génome chloroplastique. Oh. Allons voir déjà ce qu'est un chloroplaste. Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules eucaryotes photosynthétiques. Cytoplasme. Ah ouais, non mais on révise, on révise. Le cytoplasme est le contenu d'une cellule vivante. Très bien, ça me suffit. La vie cherche son chemin. Donc les chloroplastes sont présents dans les cellules vivantes des eucaryotes, donc des vraies plantes à noyaux qui font de la photosynthèse, et ils sont sensibles aux expositions des différentes ondes du spectre lumineux. Du coup, avec ces informations en tête, je suppose que le génome, c'est-à-dire les chromosomes qui permettent de coder l'action de cellules chloroplastiques, donc présentes dans des cellules et sensibles à la lumière. Bien, je suppose que dans une plante à fleurs, le génome sensible à la lumière, donc impliqué dans la photosynthèse, je suppose. Voilà, ils permettent de capter la lumière à l'origine de la photosynthèse. Donc, revenons à la logique. Je suppose que le génome qui permet de créer des cellules qui sont sensibles à la lumière n'ont rien à faire dans la racine. Le pollen peut-être, le pétale, la feuille, j'en sais rien. On va dire la racine. Bah oui, la racine est sous terre. Ah, Kenny Perma qui m'avait dit racine. Bien vu. Enfin, si c'est ça la réponse. Mais je suis assez d'accord avec toi, on va partir sur racine. Qui suis-je? Surtout, surtout ne pas penser au sketch. Voilà, du coup j'y pense. Ne pas penser au sketch des Cassos sur Qui suis-je? Perdu. Bref. Une photo de plante, elle est fleurs jaunes, feuilles, alors plutôt herbacées, grandes fleurs jaunes, famille sans doute des apiacées, voilà, histoire de dire des plantes à fleurs qui sont prévues pour accueillir des insectes. On est sans doute, enfin on est sur une fleur qui ressemble un petit peu à tout ce qui va être pâquerette marguerite, et on me dit, qui suis-je? Palenis spinosa, tout à fait, Buphtalmum salicifolium, voilà, Palenis maritima ou Inula helenium. Donc là, on est chez Tela Botanica, évidemment, tout le monde parle en latin. Ça serait trop facile de taper les noms dans Wikipédia, donc on va y aller au feeling. Palenis maritima. Pourquoi? Parce qu'il y a maritima, que je vois des feuilles qui sont plutôt adaptées, à mon avis, à des milieux secs. On est d'ailleurs sur de la rocaille. On voit à côté pas grand-chose. Peut-être sur du calcaire, sait-on jamais. Du coup, Palenis spinosa. Spinosa, c'est l'épine. Donc là, je ne vois pas d'épineux. En tout cas, je pense pas que ça soit une plante épineuse. Buphtalmum salsifolium, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Inula helenium non plus. Du coup, Palenis maritima parce que elle semble adaptée à des conditions de sécheresse, donc ça pourrait le faire. Combien de membres êtes-vous à Tela Botanica? Non mais voilà là, non, nous on est là pour la science, pour la forêt, pour les plantes, pas pour savoir. Allez, 23 000, au hasard. Est-ce que vous êtes prêts pour les résultats? Est-ce que je vais faire plus de 40%? Parce que la dernière fois j'avais fait 40% de bonnes réponses. Est-ce que je me suis amélioré? Ah, je suis enfermé dans la grange? Eh bien je suis à 40% de bonnes réponses. Un petit effort. Ah bon? Comment ça, ils sont paraphylétiques? Ah bon? Les dicotylédones sont paraphylétiques? Ah bah ils ont piqué la photo de Wikipédia, bravo. Et c'est une pousse de riz. Hein. Ce taxon est paraphylétique. Contrairement aux monocotylédones.
Ah, c'est pour ça que tu m'as mis en garde tout à l'heure. Eh bien voilà, j'apprends des choses. Autant les monocotylédones sont monophylétiques, c'est-à-dire qu'ils englobent tous les descendants de l'ancêtre commun, autant les dicotylédones sont paraphylétiques puisqu'il ne contient pas tous les descendants de son dernier ancêtre commun. Comment ça? Je veux bien qu'on m'explique. Ah! Selon la classification, donc APG la plus récente, classification génétique, les dicotylédones sont paraphylétiques, c'est-à-dire que ce groupe contient bien son dernier ancêtre commun, mais pas la totalité de ses descendants. En effet, l'ancêtre le plus récent commun à tous les dicotylédones est aussi ancêtre des monocotylédones. D'accord, ils forment ensemble le clade des angiospermes, caractérisé historiquement par la présence d'une seule aperture, donc ouverture sur les grains de pollen, qui constitue un caractère ancestral partagé. Dans ce groupe s'individualisent primitivement certains dicotylédones, normalement les magnolidés, et les vrais dicotylédones, donc la différence étant le nombre d'ouvertures sur les grains de pollen. Oh, c'est très très précis quand même. Bref, du fait, l'ancêtre commun des angiospermes a donné les monocotylédones et les dicotylédones, et autant les monocotylédones sont monophylétiques, autant les autres sont paraphylétiques. Eh ben autant pour moi. Quelle plante appelle-t-on granéto de boudine en cévénol? Eh bien c'était la coriandre. Bonne réponse, totalement au pif. Y a pas un petit voulez-vous en savoir plus? Bah non. Je ne connaissais pas la réponse, mais ça sent toujours les pièges, ces QCM. Je suis un grand traumatisé. Oui, je sais, nous avons été à la fac ensemble, donc les QCM, ça traumatise. Ah! Le coriandre. Bah attendez, je vais quand même taper Granéto des boudins sur Internet. Ah! Bah on tombe sur du boudin. Ah, c'est dur de se cultiver le matin. Coriandre! Bon, bah on n'en saura pas plus. Cévénol. Ah! Les grains du boudin, c'est-à-dire... la coriandre, ça serait le grain du boudin, c'est-à-dire les graines que tu mets dans la fabrication du boudin. Pas mal. Bravo au pif, merci. Le pif, ça marche une fois sur 4 apparemment. Mauvaise réponse pour les plantes à fleurs. Eh bien, le génome chloroplastique qui permet donc de capter la lumière est présent dans la racine, contrairement à toutes les intuitions qu'on a pu avoir. Mais par contre, il n'y en a pas dans le pollen. C'était une réponse assez logique maintenant que j'y pense. Ah, la quatrième, qui suis-je? Palenis maritima, totalement au pif, bonne réponse. Non, pas totalement au pif, on est quand même une méthode sur le nom pour essayer de voir ce que c'était. Et maintenant, ben, on va peut-être aller voir ce que c'est pour de vrai. Est-ce que ça correspond à ce que j'avais prophétisé? Alors, genre botanique, Palenis comporte quelques espèces méditerranéennes qui s'étendent du Maghreb au Pakistan occidental. Comme toutes les astéracées, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Apiacées? Ah, je me suis trompé. Astéracées. Astéracées. Les composés et apiacées. Les ombellifères, ouais, les anciens mots. Bref, du coup, les Palenis, ce sont des astéracées. Donc plusieurs feuilles réunies en capitules de couleur jaune, très bien, autour d'un disque central, des feuilles simples, alternes, lancéolées, des fruits extérieurs, blablabla. Très bien. Eh bien, cela ne nous en dit pas plus, à part une description, mais c'était bien des plantes méditerranéennes, donc adaptées à la sécheresse, comme ce que j'ai pu dire juste avant. Rembobinez, vous verrez que j'ai raison. Mauvaise réponse, il n'y a pas 23 000 membres de Tela Botanica, il y en a
presque 11 000. Ça, c'était en 2009. Depuis, je me doute qu'on est monté au-dessus. Et tant mieux, grand bien nous fasse. Ah bon? Quizbiz. Oh. Quoi? Oh. Ah ben on continuera les quiz, puisqu'il y a plein de liens et de choses rigolotes. Parfait. Parfait. Pour approfondir vos connaissances. Oh. Ah. Consultez la synthèse sur la coriandre. Ah oui. Oh. Très belle synthèse. Voilà, bah peut-être pas pour aujourd'hui. Hein. Quelle heure est-il? 8h55. Ah, est-ce que j'ai le droit de faire une petite pause avant qu'on passe à la partie bah tiens, jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui je suis très impatient de pouvoir tester ce jeu-là, Hesperide, la forêt de demain. Alors, bah, je vous ferai la présentation juste après la petite pause. On va se lire rapidement la manière dont ce jeu est présenté par l'ONF, pourquoi il a été mis en place, et ensuite bah, on va le tester pour prendre des décisions de gestion sylvicole afin de sauver le futur. Ça me plaît beaucoup. Je vais vous mettre, allez quoi, 10 minutes de pause, ça vous va? Si personne ne répond, moi je considère que ça va. Hein. Donc on va se préparer la pause jeu. Paf. Hop. Hesperide. Avec un S. Comme Speride. Oula, je fais n'importe quoi. On découvre? Non. Dans quelques minutes, on découvre. Hesperide. Le jeu de gestion de l'ONF. Oui. Ok. Le chrono. Tac. Sauvons le futur. Exactement. Où suis-je? Le chrono. Là. Start. 10 minutes. On met pause sur les oiseaux. Mais on va se remettre de la musique. Tout à l'heure, Gabay, il avait bien aimé Monsieur David Lévy, donc on va remettre du David Lévy dans le texte. 10 minutes, on va mettre quoi? 3 chansons? Voilà, c'est parti. Oula, c'est fort. Bougez pas, j'arrive. Le petit Julien qui est assis là a tout compris. Allez Gabail, dédicace à Julien, hein. À toutes. Au milieu du bruit. On va se remettre le soleil aussi. Les regards se croisent, c'est pas le bon. Les hommes qui toisent l'envie de ces belles, légèrement rebelles, ces jolis fruits. À portée de main, on pense les cueillir, tant pis. Ces grappes leur échappent, remis à leur place. Tac. Il rit. Le petit Julien qui est assis là a tout compris. Il ne dit rien, il regarde au loin, au milieu du bruit. Le petit Julien assis sur la place, il ne rate rien. Ces ombres masculines figées aux terrasses s'ennuient. Allez, à tout de suite. Passante talons tranquilles, elle devine l'effet de leur danse avec élégance. Elle rit. Le petit Julien qui est assis là a tout compris. Il ne dit rien, il regarde au loin, au milieu du bruit. Sur le théâtre de la place, les rôles sont figés.
Hélas, assis sur un duvet sale, un écriteau et la peau pâle, Julien tend la main. Quelques pièces usées dans la conserve rouillée, de filets de silhouettes, y en a une qui s'arrête. Enfin. You're the best, man. Élégance tirée à 4 épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air You're the best, man. l'ensemble de mes congénères. Hyper branché, érudit, sur tout sujet j'ai un avis. Intérissable, je parle fort, ma voix envahit tout le décor. Riche mais sans haine, j'ai des élans d'humanité. Je m'adresse à des âmes en peine, des troupeaux à guider. Élégance tirée à 4 épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air You're the best, man. l'ensemble de mes congénères. Aimable, sourire affable, dents et haleine impeccable. Ma main complaisante vient se poser sur l'épaule du déprimé. On me reproche mon arrogance, mais l'on m'écoute en silence. Quand je porte mon regard brillant, de temps en temps sur les petites gens. Élégance tirée à 4 épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air You're the best, man. l'ensemble de mes congénères. Et pourquoi donc les moins dotés, les faibles, les imbéciles finissent par se révolter alors qu'ils devraient être dociles? Tout seul en haut de ma pyramide, par la fenêtre de mon château vide, j'entends la masse pétasse qui gronde. On n'est vraiment pas du même monde. Merde, ils ont défoncé la porte. Une belle menuiserie byzantine. Un qui s'avance avec un colt. Je fuis par la fenêtre à guillotine. Dans un rêve douillet, j'ai le sourire sur l'oreiller, drapé dans de douces pensées. J'écoute mes fées, étendu sur l'archer du sommeil, bercé par les va-et-vient. Mon spleen a fondu au soleil, mon vaisseau frotte son crin.
mon songe, je chasse les mensonges. Je survole lacs et rivières, frôle les nuages qui s'allongent sur ma planète sans frontières. Lové dans un rêve douillet, j'ai le sourire sur l'oreiller, drapé dans de douces pensées. J'écoute mes fées. Le temps a perdu sa pendule, les sabliers se déversent sur le pavé. Des dunes déploient leurs tentacules jusqu'aux entrées des cités. Le vent disperse des effluves inconnus, inondant des terres pastels, des brumes en coton flottent au-dessus, volute en mouvement perpétuel. Lové dans un rêve douillet, j'ai le sourire sur l'oreiller, drapé dans de douces pensées. J'écoute mes fées. Des visages défilent sur mon brouillard, des couleurs au hasard, des notes rondes. Ce sont de petites histoires, mon archer glisse, vagabonde. L'horizon voit poindre un nouveau jour, annonçant la fin du séjour. C'est un battement de cils qui va m'extraire de mon exil.